Direction maintenant l'intérieur de l'île, avec les environs de Sartène et la découverte de l'Alta Rocca. Une région de moyenne montagne, avec d'incroyables pitons de granit culminant à plus de 2000 mètres. Nommée la terre des seigneurs au Moyen-Âge, cette partie de la Corse surprend par sa variété de paysages et une véritable tradition pastorale. Jean-Christophe est producteur d'huile d'olive. Heureux au milieu de ses arbres parfois centenaires, il est aussi un homme de caractère et semble avoir puisé ses forces et ses convictions dans le terroir et la tradition corse. C'est dans la principale ville de l'Alta Rocca qu'il retrouve son ami Paul pour une invitation à remonter le temps. Archéologue et ancien conservateur du musée de la préhistoire, Paul nous emmène à la découverte de Sartène, la plus corse des villes corses, comme aimait à le dire Prosper Mérimée. Nous sommes ici sur la place Porte, qui est un véritable forum. C'est une place qui a été le centre de tous les événements depuis plusieurs siècles, et c'est autour d'elle que se sont articulées toutes les traverses, les rues, les ruelles de cette cité. Véritable cœur de la cité, la place Porta est délimitée par l'église Sainte-Marie, avec son clocher typique à 3 étages. À quelques pas, l'hôtel de ville, ancien palais du gouverneur, rappelle la domination génoise sur la ville. Paul, au final, la place Porte, c'est un peu comme la Piazza del Montalane. C'est un peu pas la même chose. C'est le centre du village, quoi. C'est évidemment le centre du village, mais cette place Porte, c'est également appelée place de la Libération suite à l'action des résistants, qui était quand même relativement efficace. Et ensuite, on a eu en septembre 1943 la venue du général de Gaulle, qui a mentionné que la Corse et Sartène avaient été le premier territoire métropolitain libéré. Un véritable moment historique, puisqu'il s'agissait là du tout premier discours du général dans une France libérée. Cette place rythme donc la vie des Sartenais. Comme Paul et Jean-Christophe, vous pourrez emprunter les ruelles plus calmes du quartier de Petraggio pour découvrir les maisons traditionnelles qui s'élèvent vers le ciel, comme pour aller chercher la lumière. Ah ouais? Mais c'est un quartier qui a été... Paul nous emmène maintenant à l'Échauguette, incontournable symbole de cette cité pittoresque, un élément de défense rappelant l'histoire mouvementée de Sartène. Alors Paul, là, on est sur un endroit les plus anciens de Sartène. Il s'agit d'un reste de rempart donc, que l'on voit ici, avec une tour d'angle qui s'appelle l'Échauguette. Ce sont des fortifications génoises édifiées à partir du XVIe. Pourquoi? Parce qu'il y avait de nombreuses razzias barbaresques en Corse, et c'est suite à ces razzias barbaresques, au saccage de la cité, que les Génois ont commencé à édifier des remparts. Pourquoi sur cet endroit précis? Parce que c'était déjà un éperon granitique fortifié naturellement, et ça a été le début de la première présence de la cité de Sartène sur ce secteur. C'est parce que tu vois aussi le golfe, non? Oui, on pouvait voir les barbaresques barbaresques qui arrivaient, ouais. depuis le golfe de Valinque, mais ils arrivaient aussi par d'autres endroits. Mais ces fortifications ne purent empêcher le roi d'Alger de prendre la ville en 1583. Plus de 400 Sartenais furent emmenés en esclavage. Un épisode qui allait malheureusement se répéter. On les parquait dans un golfe, on attendait que les familles puissent les racheter. Et quand ils ne pouvaient pas les racheter, au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, elles partaient sur les côtes mauritaniennes, algériennes, tunisiennes. Et on a retrouvé des Sartenais qui ont été rachetés 40 ans plus tard. Mais la plupart ne sont pas revenus, évidemment. Tradition oblige, c'est au moment où le soleil décline sur la cité que des voix commencent à s'élever à l'unisson. Au couvent Saint-Côme et d'Amiens, Jean-Christophe prend place pour vivre un moment très particulier. Une répétition des hommes du chœur de Sartène. Un chant religieux évoquant à la fois la douleur, la rédemption et le pardon. Un moment de grâce et de sérénité, comme si le temps s'arrêtait.
Avec Jean-Christophe, laissez-vous emporter par la force et la beauté des polyphonies. Ces voix émouvantes qui résonnent bien au-delà de l'enceinte religieuse et vous suivront là où vous irez. Justement, c'est accompagné de ces magnifiques sonorités que Jean-Christophe va retrouver Christophe. Oh, Christophe, ça va? Oh, Jean-Christophe, tu vas bien? Ensemble, ils vont vous faire découvrir les aiguilles de Bavella, un lieu magique, un panorama unique. Donc là, tu vois, les vaches, elles sont à l'estive. Là, au printemps, l'herbe, elle est encore assez grasse, donc elles ont ce qu'il faut pour manger. Donc là, tu vois, on est à Pianon, ici, le grand plateau. Ouais, c'est blindé de pain la riche, il y en a plein. Ouais, pain la riche, fougère. Spécimen endémique, le pin laricio est un arbre particulièrement haut et rectiligne. Utilisé par le passé pour construire des mâts de bateaux, cet arbre a une durée de vie pouvant aller jusqu'au millénaire. Une fois mort, il continue de servir la nature et l'écosystème. Ah, tu as mis un pain. Tu vois, ça c'est une chandelle, donc c'est un laricio mort. Et c'est très important pour la biodiversité de Bavel, parce que c'est là qu'on va trouver l'animal un petit peu emblématique du coin, à part le mouflon. C'est la citelle corse, donc c'est un petit passereau qui vit uniquement dans les forêts de laricio. Ah d'accord. Là, on va faire un petit détour, je vais t'emmener voir une belle vue sur les aiguilles. Les aiguilles de Bavella se dressent majestueusement. C'est à 1855 mètres que culmine la plus haute des 7 tours. Certains jours, les nuages s'y agrippent comme pour laisser un voile de mystère. Mais par tous les temps, c'est un paysage de toute beauté qui justifie bien les efforts de l'ascension. Ah, mais même quand tu montes à chaque fois, C'est pareil, majestueux, hein. Il n'y a pas de mots. Hein. Tu peux pas t'en lasser. Je m'en lasse pas. Allez, on y va. Ici, tout paraît irréel. Et dans ce lieu hors du commun, vous pourriez bien en vouloir encore un peu plus. Souhaitez par exemple une improbable rencontre avec un animal mythique qui fait la fierté et la spécificité de Bavella. Et là, on arrive à un endroit où souvent on les voit. Là, tu vois, là, il y a quelques crottes de mouflons. Ouais, ça ressemble un peu à la brebis ou de la chèvre. Exactement, hein, c'est la même famille. Généralement, c'est bon signe. On va aller voir juste derrière. Mais souvent, on en voit ici, donc... Tiens, regarde. Il y a un petit groupe là-bas. Il y en a 5. Il y a 3 femelles, 2 mâles. Ah ouais, oui, c'était caché. Synonyme de pureté et de liberté, le mouflon de Corse est un symbole fort. Le petit mouflon, traduisé Imuvrini, a même donné son nom au plus célèbre groupe de polyphonie corse. On va les laisser pâturer tranquille, on va pas les déranger. Ça marche, on descend. Allez. Après une telle rencontre, une telle chance, il est temps de redescendre au pied de la montagne. De l'autre côté de la vallée, d'autres surprises vous attendent, puisque Dame Nature a su se montrer particulièrement généreuse avec cette région, décidément pas comme les autres. C'est donc sur le plateau du Cochione que Christophe a décidé de poursuivre cette incroyable balade. À 1500 mètres d'altitude, s'offre à vous un paysage tout à fait surprenant. Les Pozzines. Un incroyable écrin de verdure a pris place dans cet univers normalement désertique, pour abriter lacs et ruisseaux aux reflets enchanteurs. Là, tu sens sous nos pieds, c'est spongieux. Ouais. Donc les Pozzines, c'est ça, c'est des tourbières en fait. Ici, tu as à peu près 1 mètre, 1,50 m de tourbe. La tourbe a donc remplacé les anciens lacs glaciaires. Elle est recouverte d'un épais tapis de végétaux entrelacés qui permettent de s'approcher des fameux Pozzines. En fait, c'est l'herbe qui a envahi le lac. Qui a colonisé le lac et le lac il a quasiment disparu. Il ne reste que ces petits trous d'eau, ces potes. Ici, ils ne sont pas très profonds, ils font à peu près 50 cm, voire 1 mètre pour les plus profondes. Ah, d'accord. La flore des Pozzines fait le régal des animaux laissés ici en liberté par les éleveurs locaux. Tu vois, c'est eux, les chevaux et les vaches qui entretiennent le paysage en fait. Ah, c'est le paradis pour eux. T'es.
Franchement, c'est magique. Hein. Plus on va attendre, plus la lumière elle va être belle. On pourrait presque attendre le coucher de soleil. Ouais, le coucher du soleil. Mais... Une fois sur place, oubliez le temps et laissez-vous envahir par la douceur et la poésie de ce lieu unique. C'est à Lévis, capitale de l'Alta Rocca, que Jean-Christophe nous emmène maintenant. Le son du marteau de Pierre-Yves résonne dès l'entrée de l'atelier. Fils d'un célèbre coutelier, Pierre-Yves s'est vite passionné pour le métal en fusion. Avec son père, ils ont élevé cette activité au rang d'art véritable. Oh Pierre-Yves, alors, ça va? Ça va, ton fond de cuve. Hein. Ah, merci. Voilà, comme ça, pouvoir faire mes trempes et redresser les cornes avec. Ah, nickel. Et là, tu es en train de faire quoi alors, ce couteau? Donc là, je suis en train de faire un brut de forge. Voilà, Jean-Christophe ne manquerait pour rien au monde une occasion d'assister à cette bien étrange et envoûtante métamorphose. Tout commence avec une simple barre de métal. On va pouvoir commencer à le travailler. Pierre-Yves va donc étirer, tordre, redresser, effiler, faisant teinter le marteau sur l'enclume pour mieux dompter le métal rougi par la forge. Cette partie-là, la plus longue, ça sera la lame. Ok. Je vais l'étirer, puis je vais forger une lame. Et la partie où il y a le moins de matière, on va étirer un fleuret, on va faire un nœud et on va écraser. Donc ça sera l'arrière. On est parti. On redresse. On reprend la pointe. Peu à peu, le projet que Pierre-Yves a en tête se concrétise sur l'enclume. Une lame, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Il faut qu'elle soit relativement fine, parce qu'il faut penser aussi que la lame doit avoir une certaine élasticité. Hein. Pourquoi tu vas taper sur l'arrondi de l'enclume au lieu de taper sur le plat en fait? Comme c'est rond, mais ça pousse la matière. C'est comme ça que je vais pouvoir écraser ma matière. À ce moment-là, je reprends sur le plat pour enlever les impacts de marteau et les impacts de bigorne. Mais tu vas lisser en fait. Voilà, je vais lisser, je vais avoir deux parties bien planes. Ton tranchant, il est fini. Le tranchant, il est assez fin là. Voilà, tu peux regarder. Merci. C'est chaud, voilà. Ah, c'est impressionnant parce que c'est droit. Hein. Ne manque plus que la signature. Le poinçon qui lie à vie une lame à son créateur et donne à ce couteau son identité. Si on voit un couteau avec ce poinçon, c'est le tien. Voilà, c'est toi qui l'as fait. C'est le mien. Et là, comment tu fais alors pour savoir, pour la température? Là, tu vois, ça monte doucement. Là, on est encore noir. Il faut que tu sois sur quelle couleur? Il faut que ça monte jusqu'au orange. Tu vois, l'orange avant le jaune. Ça correspond à 850 degrés à peu près. La touche finale, esthétique et utile à la fois. Ce dernier bain est fait d'huile d'olive, produite par Jean-Christophe. Idéal selon Pierre-Yves pour figer à jamais le travail de l'artiste. Donc là, c'est stable, hein, tu vois. C'est bien réglé, il bouge pas. Et à votre avis, de quoi parlent deux artisans corses épris de leur métier quand ils se rencontrent? Eh bien de leur passion pour la tradition. Ah, c'est vraiment magique hein, comme procédé et tout. Hein. Vraiment, à l'ancienne. J'ai toujours autant de plaisir. Ça change sur chaque couteau, les couleurs, la flamme. C'est un peu de l'alchimie, on va dire. Hein, ça fait rêver. Alors n'hésitez pas à prolonger le rêve en partageant les savoir-faire ancestraux des artisans de l'Alta Rocca. Un des moyens les plus sûrs pour comprendre et apprécier ce qui fait la Corse du Sud.